Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous voici réunis pour la séance 4 de ce cours de régime politique comparé et pour la première capsule de cette quatrième séance. Alors, pendant cette séance, on va s'intéresser on va un peu déplacer le regard finalement par rapport à ce qu'on a fait dans les séances précédentes où on s'est donc concentré dans les deux dernières séances sur, la dernière séance, sur la capacité des institutions parlementaires et des exécutifs à participer à la prise de décision collective. Là, on va faire un petit pas de côté pour la séance 4 et on va essayer de mettre un peu en contexte finalement ces institutions parlementaires et ces exécutifs et ce qu'on a déjà un petit peu commencé à faire lors de la séance précédente où on a travaillé sur le contexte aussi dans lequel étaient insérés les exécutifs. Là, on va considérer un contexte un peu différent puisqu'on va s'intéresser à l'intégration européenne et au processus d'intégration européenne et à la manière dont il influence la capacité des exécutifs et des législatures à prendre des décisions collectives. Et puis vous allez voir aussi que toujours dans cette même lignée, dans cette même idée d'insérer nos institutions qui prennent des décisions, en l'occurrence les exécutifs et les institutions parlementaires, dans le contexte dans lequel elles sont insérées, on va aussi quelques capsules prochaines, travailler sur la manière dont ce qu'on appelle des institutions non majoritaires participent également à la prise de décision collective et ainsi viennent influencer façonner la capacité des exécutifs et des institutions parlementaires à prendre des décisions. Donc voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. Alors pour cette capsule-ci, on va donc se concentrer sur l'intégration européenne et le processus d'intégration européenne. Et ce que je voudrais d'abord travailler avec vous, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Pourquoi est-ce que l'intégration européenne aurait-elle quelque chose à voir avec la capacité des exécutifs et des législatures à prendre des décisions collectives dans les États membres de l'Union européenne? Alors, peut-être avant d'aller plus avant pour répondre à cette question, j'aimerais vous fournir une définition d'abord très générale, vraiment pas très précise, mais qui à ce stade de notre réflexion conviendra, de ce que c'est que l'européanisation. Alors, de manière générale, l'européanisation, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un processus de changement qui affecte les institutions, les politiques publiques et la vie politique au niveau national. Ce changement, produit dans le cadre du processus d'intégration européenne et produit donc ce qui est le cœur de l'européanisation, il advient un peu plus précisément quand, et je reste à dessein ici un petit peu vague, vous verrez que je vais préciser les choses ultérieurement, donc ce changement, il intervient quand des comportements politiques à l'échelle européenne transforment des comportements politiques à l'échelle nationale. Donc, grossièrement, c'est ça l'européanisation. C'est un processus du changement où des choses qui se passent à l'échelon européen, ces fameux comportements politiques, viennent façonner, viennent transformer, viennent changer, en tout cas amender, des choses qui se passent au niveau national et infranational. Donc voilà, c'est une première définition un peu générale de ce que c'est que l'européanisation. Alors, si maintenant qu'on sait un peu mieux ce que c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà entendu parler de cette allocution assez majeure prononcée par Jacques Delors quand il était alors président de la Commission européenne en 1980 devant le Parlement européen. Il a déclaré « Dans 10 ans, 80% de la législation concernant le domaine économique, mais également peut-être la fiscalité et les affaires sociales, aura une origine communautaire. » Donc, Jacques Delors, à ce moment-là, donc il y a maintenant 40 ans, en fait, propose de penser que l'avenir, ce sera un avenir qui sera très fortement marqué par ce processus d'européanisation, puisque 80% de la législation, suppute-t-il à ce moment-là, dans les États membres, aura une origine communautaire dans certains secteurs d'action publique. Alors, pour commencer notre enquête sur finalement comment est-ce que le processus d'intégration européenne a affecté la capacité des exécutifs et des institutions parlementaires à prendre des décisions collectives, je vous propose qu'on parte de cette phrase, de cette allocution générale de Delors, et qu'on regarde empiriquement ce qui s'est passé. Et qu'on regarde empiriquement, finalement, est-ce que les spéculations de Delors en 80, est-ce qu'elles ont été empiriquement vérifiées?
Alors, pour répondre à cette question empiriquement, je vais vous présenter très rapidement, mais néanmoins en parlant avec quelques détails, le travail de collègues qui s'appellent Sylvain Brouard, Olivier Costa et Thomas Koenig, qui ont publié en 2012 un travail empirique vraiment très intéressant, en tout cas pour nous maintenant aujourd'hui, puisque ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont intéressés à ce qu'ils appellent l'européanisation de la législation dans plusieurs États membres. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est sur une période de temps que vous voyez indiquée sur le graphique ici, donc en gros la fin des années 80 jusqu'à... donc 87 en l'occurrence jusqu'à 2005, en fait ils se sont intéressés à la production législative dans toute une série d'États membres. Alors moi ici sur le graphique j'ai repris la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique qui initialement n'étaient pas inclus dans leur base de données mais qu'avec une collègue Virginie Van Gelgom j'ai inclus. En fait ils se sont intéressés dans toute la production législative de chacun de ces pays à la part de cette production législative qui avait une origine européenne. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une origine européenne? Ça veut dire ça renvoie à ces lois adoptées au niveau national par les institutions parlementaires au niveau national qui en fait sont la transposition d'une directive de l'Union européenne ou qui sont l'adoption d'un règlement en fait de l'Union européenne. Enfin, construit au sein de lui. Donc, l'européanisation de la législation nationale, c'est ça. Ça capture en fait la part de la production législative d'un État membre qui, en quelque sorte, vient de l'Europe, c'est-à-dire qui est issu de la transposition d'une directive de l'UE ou d'un règlement. Alors j'aimerais là que, comme maintenant on en a l'habitude, que vous fassiez pause sur cette vidéo et que vous preniez le temps de un petit peu regarder le graphique que vous avez sous les yeux. Alors peut-être qu'avant que vous fassiez pause, je peux vous indiquer quand même comment le lire. Donc vous voyez que sont représentées les différentes années considérées par l'enquête de Brouard, Costa et Koenig. Vous voyez aussi que sur le graphique est représenté donc le total des lois qui ont été adoptées dans l'ensemble des pays que vous avez indiqués dans le titre du graphique sur la période considérée. Vous voyez aussi que vous avez représenté la part des lois, enfin le nombre de lois qui, dans chacun de ces pays, a une origine européenne. Et puis enfin, donc c'est les barres grises claires et grises foncées. Et puis, ce qui nous intéresse nous directement, c'est la ligne que vous voyez ici, qui justement représente cet indice d'européanisation de la législation, donc qui représente la part de la législation nationale dans les différents pays considérés ici, donc la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas, qui a une origine européenne. Donc maintenant, vous faites pause et vous regardez un peu le graphique pour essayer de me dire ce que vous observez sur ce graphique. Alors, maintenant que j'espère que vous avez fait pause, que vous avez pris le temps de regarder le graphique, ce que vous voyez certainement, c'est que cet indice d'européanisation de la législation, clairement, c'est pas linéaire au fil du temps, mais grossièrement, depuis 87 jusqu'à 2005, on observe quand même une tendance à la hausse, c'est-à-dire que année après année, dans les pays considérés ici, une part croissante de la production législative a une origine européenne. Vous voyez qu'il y a des pics, il y a un pic en 2005, il y a un pic au début des années 90, un pic à la fin des années 90, il y a des moments où il y a un peu moins, au milieu des années 90 en particulier, mais grossièrement, voilà, ça va plutôt vers le haut. Alors, sur cette série de graphiques, j'ai repris donc toujours les données de Brouard, Costa et Koenig. C'est les mêmes données, donc c'est à chaque fois toujours ce fameux indice d'européanisation de la législation sur la période 87-2005, mais cette fois où l'indice il est représenté pas de manière agrégée, comme c'était le cas sur le graphique précédent, mais ici pays par pays. Donc ça nous permet de voir ce qu'il en est pour chacun des pays considérés ici de l'indice d'européanisation de la législation, c'est-à-dire quelle est la part pour chacun de ces pays-là, dans chacun de ces pays-là, de la législation nationale qui pour l'année considérée sur le graphique, donc de 87 à 2005, a effectivement une origine européenne, c'est-à-dire encore une fois, est la transposition d'une directive européenne ou l'adoption d'un règlement européen.
Alors, si vous regardez un peu ce qu'il en est, hein, de nouveau, ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce fameux indice d'européanisation. Donc, c'est la ligne noire en gras. Ce que vous voyez, c'est, là aussi, s'il vous plaît, faites pause et essayez de me dire ce que vous voyez. Mais une fois que vous aurez fait pause, ce que vous voyez certainement, d'abord, c'est qu'il y a de la variation d'un pays à un autre. Hein. C'est pas la même chose, on n'observe pas exactement la même ligne, la même courbe d'un pays à un autre. On voit aussi que semble-t-il, il y a des pays où l'indice d'européanisation de la législation est en général un peu plus élevé que dans les autres. Hein. Vous voyez qu'en Espagne, au Luxembourg, en Italie, clairement la ligne est un petit peu plus haute. Vous voyez aussi qu'il y a la variation dans le temps. Et curieux, et ça j'aimerais bien que vous m'en parliez, que vous réfléchissiez et que vous m'en parliez lors de la séance de samedi prochain, vous voyez que les auteurs, là, Brouard, Costa et Koenig, ont inclus la Suisse. Bizarre quand même, parce que la Suisse, aux dernières nouvelles, n'est pas membre de l'Union européenne. Hein. N'est pas un État membre de l'Union européenne. Donc moi je me demande bien pourquoi la Suisse a été inclue ici dans l'échantillon des pays considérés. Première question que j'aimerais vous poser. Et puis deuxième question, pour une fois c'est moi qui pose les questions, vous voyez. Et la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est comment ça se fait en fait qu'en Suisse, cet indice d'européanisation ne soit pas nul. Alors ok, il n'est pas très élevé, hein, on voit bien que il est vraiment plutôt au plancher, mais néanmoins, il y a quand même des années où il y a environ 10% de la législation nationale suisse adoptée au niveau fédéral qui a une origine européenne. Donc moi, je trouve ça quand même très curieux et j'aimerais bien avoir votre explication. Mais néanmoins, avant que vous m'apportiez ces réponses, ce qu'on constate effectivement, c'est donc l'indice d'européanisation de la législation par pays. Clairement, il est assez fort dans tous les pays, il est plus fort dans certains, il présente une certaine variation aussi. Question pour vous, pourquoi est-ce que c'est pas la même chose d'un pays à un autre? Et on voit voilà, que clairement, il y a une part croissante des législations nationales qui ont, pays par pays, une origine européenne. Dernier graphique que je voudrais vous présenter, toujours avec ces mêmes données de Brouard, Costa et Koenig. Donc c'est, encore une fois, même données, ce fameux même toujours indice d'européanisation de la législation par secteur de politique publique sur la même période, 87-2005. Mais cette fois qui agrège les données pour les présenter secteur d'action publique par secteur d'action publique. Donc là, il ne les présente plus les auteurs, hein, les chercheurs, de manière agrégée pour tous les secteurs, tous les pays. Il ne les présente plus comme de manière agrégée tous les secteurs, pays par pays. Ici, il les présente de manière agrégée tous les pays, mais secteur par secteur d'action publique. Alors là, ça nous permet de voir que certains secteurs d'action publique sont marqués par une plus forte européanisation de la législation nationale. Hein. Sans trop de surprise, vous voyez évidemment sur le graphique que l'agriculture, les politiques macroéconomiques, le secteur banquier et financier ainsi que l'environnement, hein, sont parmi les secteurs d'action publique qui sont les plus fortement européanisés. Et vous voyez aussi que certains secteurs d'action publique sont très peu européanisés, ils sont d'ailleurs même pas inclus sur ce graphique, en l'occurrence les affaires sociales et l'éducation en partie. Hein. Donc vous voyez finalement, quand on parle d'européanisation de l'action publique, ici plus exactement quand on parle d'européanisation de la législation nationale, on voit qu'il y a de la variation entre les États membres, on voit qu'il y a de la variation entre les secteurs d'action publique, on a vu aussi qu'il y avait de la variation au fil du temps, hein, mais clairement il y a quelque chose qui se passe. Mais clairement, au fil du processus d'intégration européenne, une partie des décisions collectives adoptées au sein des États membres vient de ce qui se passe à l'échelon européen. Donc, effectivement, pour nous qui nous intéressons à finalement qui gouverne au sein des régimes démocratiques, on ne peut pas faire comme si finalement les États membres, les exécutifs et les institutions parlementaires en premier lieu n'étaient pas insérés dans un contexte qui est celui qui est construit par l'intégration européenne.
Parce que sinon, on n'arrive pas à expliquer toute cette production législative qui a une origine européenne, vous voyez, et qui est loin d'être minoritaire, évidemment, on l'a vu, qui n'est pas du tout à la hauteur des 80% annoncés de manière spéculative par Delors. Hein. On a vu les graphiques qui montrent qu'on est en deçà des 80%, mais qui néanmoins, en fait, est substantiel. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin de considérer ce processus d'intégration européenne, parce que sinon, on manque une grande partie de ce qui se passe à l'échelle de la production législative. Donc voilà un premier élément qui est important pour nous à ce stade de notre réflexion. Alors, si je reviens à la petite définition un peu générale que je vous donnais tout à l'heure la petite définition de l'européanisation que je vous donnais tout à l'heure, que je vous indiquais tout à l'heure, je vous disais finalement l'européanisation c'est un processus de changement, hein, et le changement il advient quand des comportements politiques à l'échelle européenne transforment des comportements politiques à l'échelle nationale. Alors évidemment, maintenant qu'on sait que c'est important de regarder ce qui se passe et ce qui s'est passé au fil du processus d'intégration européenne pour comprendre comment les exécutifs et les institutions parlementaires sont en capacité de prendre des décisions collectives, la question qui se pose maintenant qu'on a établi ça, c'est ok, mais est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis finalement sur les comportements politiques dont il s'agit ? Et je vous propose du coup maintenant qu'on essaye, maintenant qu'on a vu que l'intégration européenne avait un effet sur la prise de décision collective par les institutions au niveau national, je vous propose maintenant qu'on essaye d'aller un peu plus loin dans l'analyse des mécanismes par lesquels le processus d'intégration européenne exerce un effet sur la capacité des institutions parlementaires et des exécutifs à prendre des décisions collectives. Donc autrement dit, si je reformule la question, c'est ok, de quel comportement politique est-ce qu'il s'agit, quels sont les comportements politiques au niveau européen qui ont des effets sur ce qui se passe au niveau national. Alors finalement, le premier mécanisme d'influence par lequel ce qui se passe au niveau européen exerce des effets sur ce qui se passe au niveau national, c'est ce qu'on appelle la méthode communautaire. Hein, donc ça, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, si ce n'est dans d'autres cours, mais au moins en suivant l'actualité politique de la Belgique. Alors vous voyez sur la slide, j'ai copié une petite représentation graphique, pas nécessairement très très clair, ce qui dit d'ailleurs beaucoup de la communication des institutions européennes, que j'ai justement tiré d'un site, je pense du site de la Commission, mais je me souviens plus exactement, c'était la Commission de Parlement, qui justement représente ce que c'est que la méthode communautaire et qui nous explique un peu ce qu'il en est plus précisément. Alors, grossièrement, la méthode communautaire, qu'est-ce que c'est ? C'est ce mode de prise de décision donc au niveau européen, qui repose sur la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil, donc d'où la forme triangulaire que vous voyez représentée avec les trois institutions, chacun des angles du triangle que vous voyez représenté sur ce petit schéma institutionnel. Dans le cadre de la méthode communautaire, la Commission européenne a le monopole de l'initiative, de l'initiation de nouvelles législations. Il manque un S à la législation, je m'en excuse, je vais corriger ça. Le Conseil, qui représente les États membres, prend des décisions, souvent à la majorité qualifiée, et le Parlement européen coproduit la législation ou est consulté selon les secteurs considérés. Et cette législation européenne, ainsi produite dans le cadre de la méthode communautaire, fournit un cadre qui oriente les décisions qui sont ensuite prises au niveau national par les États membres. Donc ça, c'est, vous voyez, le mécanisme le plus évident par lequel l'Union européenne, et donc corollairement le processus d'intégration européenne, influence ce qui se passe au niveau national. Puisque la législation européenne, c'est ce qu'on va retenir le terme, ce qu'on va discuter tout à l'heure sous le terme de hard law. Ce qui est produit par la méthode communautaire, c'est donc ce qu'on appelle la législation européenne, qui en fait, si parmi nous il y a des juristes spécialistes du droit de l'Union européenne, diraient que c'est pas exactement de la législation au sens strict, néanmoins par abus de langage, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle un droit qui est contraignant pour les États membres. C'est un droit, ce sont des dispositifs législatifs qui doivent être intégrés à la législation nationale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en présentant l'indice d'européanisation de la législation nationale, quand je vous disais finalement que les chercheurs s'étaient intéressés dans la législation nationale
à la part de cette législation nationale qui avait une origine européenne et qui était la transposition de directives ou de règlements. Bah, c'est ça, c'est de ça que je parle, dont je parle, pardon. Ces directives sont issues de la méthode communautaire. Alors, il y a un deuxième mécanisme par lequel, finalement, ce qui se passe à l'échelon européen a des effets sur ce qui se passe au niveau national. Donc, deuxième type de comportement politique au niveau national qui influence la capacité des acteurs et des institutions au niveau national à prendre des décisions collectives. Cet autre mécanisme, on l'appelle, alors c'est un peu du jargon des études européennes, mais là aussi je pense que vous en aurez déjà entendu parler en suivant l'actualité politique à minima, c'est ce qu'on appelle la méthode ouverte de coordination. Alors, la méthode ouverte de coordination, le nom est totalement barbare, je vous l'accorde bien volonté, et vous allez voir que, en fait, la définition que j'en donne, le premier point de la slide, est encore plus incompréhensible, puisqu'on dit que cette méthode ouverte de coordination, c'est un nouveau mode de gouvernance européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas d'inquiétude, en réalité, ça renvoie à quelque chose de très simple. Ça renvoie, en fait, à l'idée que la méthode ouverte de coordination, dont je vais vous expliquer ce que c'est évidemment dans une seconde, c'est un nouvel instrument par lequel ce qui se passe au niveau européen exerce des effets au niveau national. Alors, la méthode ouverte de coordination, aussi connue sous l'acronyme de MOC, a été introduite au début des années 2000. Alors, ce qui est très intéressant d'un point de vue de politiste, de politologue, avec cette méthode ouverte de coordination, c'est qu'en fait, elle repose sur des processus assez largement volontaires. Ici, il n'y a pas de contrainte législative. Donc, en fait, derrière la méthode ouverte de coordination, il n'y a pas de compétences européennes strictes. La méthode ouverte de coordination, ça correspond à des instruments de politique publique qui ne sont pas contraignants. En fait, qu'est-ce que c'est la méthode ouverte de coordination? C'est un dispositif par lequel les acteurs des États membres se réunissent à l'échelon européen pour discuter, pour identifier des objectifs, des cibles pour l'action publique dans certains secteurs et pour définir aussi toute une série d'étapes intermédiaires pour l'atteinte de ces objectifs et de ces cibles. Ces objectifs et ces cibles n'étant, je le répète, aucunement contraignants et étant ensuite mis en œuvre par les États membres exactement comme ils l'entendent. Vous voyez que la méthode ouverte de coordination, qui d'ailleurs a été introduite d'abord dans le secteur d'action publique qui concerne l'emploi. La première application de la MOC, c'était sur la stratégie européenne de l'emploi. Puis ensuite a été appliqué à la santé, puis à toute une série d'autres secteurs d'action publique. Vous voyez que c'est un mode de production de l'action publique qui est beaucoup plus flexible que dans le cadre de la méthode communautaire que je vous ai présentée très rapidement il y a une seconde, parce que là, encore une fois, c'est pas contraignant et l'idée c'est que chacun des États membres va ensuite mettre en œuvre comme il l'entend, s'il l'entend, les objectifs définis collectivement dans le cadre de cette méthode ouverte de coordination. Donc ça, c'est le deuxième type de mécanisme par lequel ce qui se passe à l'échelle européenne peut avoir des effets sur ce qui se passe à l'échelon national. Et puis, il y en a un autre, il y en a toute une série d'autres que je vous ai présentés ici rapidement, sur lesquels je ne vais pas m'étendre aussi longuement. Le premier, ça a à voir avec, alors je ne sais pas si vous reconnaissez la photo que j'ai mise, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'est ce qu'on appelle, ça renvoie à l'idée de judicial policy making dans la version anglaise, que je n'ai pas su traduire en fait parce qu'en français on ne sait pas exactement comment dire ça. C'est pour ça que par facilité j'ai remis le terme anglais. En fait ça renvoie, et ça on va en discuter dans une capsule prochaine de cette séance-ci, donc vous en saurez davantage à ce moment-là, mais ça renvoie à l'idée que finalement les cours de justice participent aussi à la production de l'action publique et des décisions collectives. Donc oui, quand on travaille sur comment est-ce que le processus d'intégration européenne exerce des effets sur la capacité des institutions nationales, exécutives, institutions parlementaires à prendre des décisions, oui bien sûr on regarde le Conseil, on regarde la Commission européenne, on regarde le Parlement européen,
Mais en fait, il faut aussi regarder les cours de justice, et en particulier, bon là, la photo que je vous ai mise, c'est une photo de la Cour de justice de l'Union européenne. Hein. Donc, en fait, on doit aussi regarder les acteurs judiciaires pour comprendre en fait ce qui se passe. Alors là, ces trois mécanismes principaux sur lesquels on vient de discuter, à propos desquels on vient de discuter, en fait, à chaque fois, il y a des décisions qui sont prises, qui sont contraignantes ou pas contraignantes, hein, mais qui ensuite sont supposées avoir ont des effets sur ce qui se passe au niveau national. En fait, il y a aussi d'autres mécanismes par lesquels, finalement, ce qui se passe au niveau européen a des conséquences, a des effets sur ce qui se passe au niveau national. Mais ces autres mécanismes n'ont pas à voir avec, vous voyez, la production ponctuelle d'une décision ou d'un accord ou d'une négociation. Ce sont des processus plus diffus, moins directement identifiables strictement parlant, hein, mais qui n'en exercent pas moins des effets considérables. Le premier mécanisme de cet ordre-ci, que je voudrais juste signaler à votre attention, sur lequel on ne va pas avoir l'occasion de travailler précisément, mais que je voulais quand même vous signaler, c'est ce qu'on appelle les processus de socialisation des acteurs nationaux. Hein. Alors, vous avez certainement vu dans des cours précédents, en tout cas si ce n'est pas le cas, vous me le direz samedi, et je serai bien contente, évidemment bien disposée à revenir là-dessus. La socialisation, c'est l'idée, ça renvoie à ces processus par lesquels on acquiert des normes, en fait, par lesquels chacun d'entre nous ont acquis des normes qui prévalent dans les différents milieux dans lesquels on vit. Hein. Que ce soit la socialisation politique, que ce soit la socialisation professionnelle, etc. Hein. Donc là, pointer les processus de socialisation des acteurs nationaux, c'est simplement dire que finalement, les acteurs nationaux qui participent, qui font partie des représentations nationales auprès de l'Union européenne, qui sont engagés dans des négociations avec d'autres acteurs, d'autres États membres au niveau européen, tout ça, ça produit des effets sur leur vision du monde, sur les objectifs qui sont à poursuivre, sur les manières de les atteindre, etc. Donc, ça façonne aussi, de manière plus indirecte qu'une décision contraignante de hard law, mais ça façonne quand même leur manière de percevoir et de construire leur vision du monde. Donc, ça doit effectivement être aussi pris en compte. On doit considérer aussi la contestation sociale et la contestation par les bureaucraties. Vous voyez sur la slide une photo d'un slogan de campagne utilisé par les opposants en 2005 à la ratification du traité constitutionnel de l'UE en France. Donc là, on sait que la contestation sociale et la contestation donc par les citoyens mobilisés de l'Union européenne, qui sont évidemment pas tous les citoyens de l'Union européenne, mais en réalité une partie très réduite de l'ensemble de la population européenne, mais je m'éloigne du sujet ici, et les bureaucraties également contribuent, et ça on va y revenir tout à l'heure, si vous trouvez ça curieux, vous verrez que c'est néanmoins un facteur essentiel, contribuent aussi en fait à façonner la manière dont ce qui se passe au niveau européen exerce des effets au niveau national. Donc finalement, si on conclut sur ce point, vous voyez qu'il y a plusieurs canaux d'influence qui ont à voir avec ce qui se passe au niveau européen sur la capacité de nos acteurs nationaux à prendre des décisions collectives, et en particulier sur la capacité des exécutifs et des institutions parlementaires à prendre des décisions collectives. On voit qu'il y a plein de choses qui se passent, et donc la question qui se pose maintenant pour nous, c'est ok, mais comment est-ce que précisément ces processus politiques qui sont liés à l'Union européenne affectent-ils la capacité des exécutifs et des législatures à élaborer des politiques publiques? Et ça, on va le voir dans les prochaines vidéos.